Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on parlera éducation, santé, politique et nature avant de finir en plate. Les lycées ont rouvert leurs portes cette semaine. On verra l'exemple du Jean de Pange à Sarreguemines. Par peur du Covid, des patients délaissent leur traitement. C'est encore le cas au CHR Metz-Thionville. Pour vous protéger, pour protéger les autres, portez des masques. Oui, mais quel modèle? On vous donnera quelques éléments pour faire le tri. Des masques, mais aussi des tabliers pour la bonne cause. C'est ce dans quoi s'est provisoirement reconvertie une entreprise textile d'Épinal. Les parcs et jardins de Metz ont rouvert. C'était une bouffée d'oxygène pour les citadins assoiffés d'espaces verts. En Moselle-Est, les gens ont surtout hâte de passer la frontière. La secrétaire d'État aux Affaires européennes a pu traverser. Avant d'aller à Sarrebruck cet après-midi, Amélie de Montchalin était en fin de matinée en Moselle-Est. Elle a fait un arrêt à la frontière entre Großbiedersdorf et Klein-Blittersdorf. On retrouve Marie-Morgane qui est sur place. Bonjour. Salut Julia. Dis-nous, quel était l'objectif de son déplacement ? Alors c'était son tout premier déplacement depuis le confinement. Elle a choisi la Moselle-Est qui a été particulièrement touchée par la fermeture des frontières. Alors pour l'instant, on ne peut toujours pas traverser ici le pont de l'Amitié entre Großbiedersdorf et Klein-Blittersdorf, sauf si on est travailleur frontalier. Il faudra encore patienter jusqu'au 15 juin prochain. Amélie de Montchalin a rencontré des élus et des représentants des forces de l'ordre. On y revient tout à l'heure. Merci Marie-Morgane, et donc tu nous en diras plus dans un instant. On jette d'abord un œil à la météo parce que certains sont pressés de savoir s'ils vont avoir du beau temps ce week-end. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, le temps va s'améliorer ce week-end, mais on commence quand même avec un samedi matin gris et pluvieux. La bonne nouvelle, c'est que les précipitations s'arrêtent complètement dans l'après-midi pour laisser place aux éclaircies. Elles resteront ensuite bien en place jusqu'à la fin du week-end avec une belle journée qui nous attend dimanche. Les températures restent fraîches avec de 5 à 8 degrés au minimum et de 14 à 17 degrés au maximum en moyenne sur les 2 jours. Demain, nous serons le samedi 6 juin, nous fêtons les Norbert. Le soleil nous accompagnera de 5h28 à 21h32. Tout de suite, retrouvez Julia, passez une très bonne journée en notre compagnie et un excellent week-end. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Après le confinement, place aux réouvertures et à la reprise. En voici des exemples dans le Flash Info du jour. L'Agglo, 10 zones pour développer l'emploi. Le département offre des masques pour les élections. Près de 160 000 masques seront livrés dans les communes qui devront organiser le second tour des municipales. Ils seront distribués à l'entrée des bureaux de vote à chaque électeur. Réouverture de la Vestiboutique de la Croix-Rouge. Vous pourrez y faire votre shopping dès le 6 juin au 22 rue Fulrad à Sarreguemines. Elle sera ouverte chaque samedi de 14h à 17h. Natacha Saint-Pierre chante Thérèse de Lisieux à Bitche. Elle donnera 2 concerts, le 11 septembre à l'église Sainte-Catherine à 18h puis à 20h30. La billetterie est ouverte. Le Jardin pour la Paix rouvre ses portes. À partir du samedi 6 juin à 11h, vous pourrez à nouveau découvrir les fleurs et les belles créations des jardiniers de Bitche. Réouverture complète des déchetteries de l'Agglo de Sarreguemines. Jusqu'à présent, seuls 5 flux de recyclage étaient acceptés. Dès le lundi 8 juin, les usagers auront de nouveau accès à l'ensemble des sites. La déchetterie professionnelle rouvrira également ses portes. On retourne à Großbiedersdorf où la secrétaire d'État était présente ce matin pour évoquer la problématique de la fermeture des frontières. Marie-Morgane, qui a-t-elle rencontré ? Alors, elle a été accueillie par le préfet de la Moselle, le sous-préfet, les maires de Großbiedersdorf par exemple, mais aussi les forces de l'ordre et notamment la police aux frontières. C'était un déplacement important pour les élus locaux. La fermeture des frontières a créé beaucoup de polémiques ici. On l'a vu d'ailleurs à travers les différents reportages que l'on a pu réaliser. Les habitants du côté français se sentaient un petit peu rejetés par les voisins allemands. La secrétaire d'État l'a confirmé, le 15 juin, dans pile 10 jours, les frontières seront rouvertes. Après un passage à la frontière
frontière entre Petite-Rosselle et Grande-Rosselle. Elle s'était arrêtée ici à Groß-Biederstroff. Elle a ensuite pris la direction de Saarbrück. Mais avant ça, elle a répondu à quelques questions. On l'écoute. Je n'étais pas sortie de mon bureau depuis début mars et j'ai tenu à venir ici en Moselle, dans un territoire transfrontalier. Comme la France, on compte beaucoup. Vous savez qu'on a 9 pays qui entourent la France, qui sont donc des pays avec qui on travaille. C'est un territoire qui a été extrêmement meurtri par cette épidémie, comme toute la région Grand Est, qui a été touchée rapidement, qui a été touchée avec surprise, qui a été touchée très durement. Et il me semblait important donc de venir dans ce lieu. À double titre, d'abord pour exprimer ma sympathie, mon soutien avec ce territoire, et aussi parce que c'est un territoire qui est très symbolique, qui a vécu, comme je dis parfois, le confinement doublement, parce qu'il a vécu les règles françaises, il a aussi vécu les conséquences des règles allemandes, et notamment toutes les questions autour des frontières. On a énormément travaillé avec Christophe Castaner, avec Bruno Le Maire, avec Gérald Darmanin, avec Muriel Pénicaud, pour nous assurer que les règles qu'on appliquait à ceux qui travaillaient en Allemagne habituellement, qui étaient en télétravail aujourd'hui, pour que les familles, pour que les règles fiscales, pour que la plus grande partie de la vie quotidienne soit rendue la plus fluide possible. La prochaine étape, c'est le 15 juin. C'est le jour où nous espérons pouvoir lever tous les contrôles pour qu'on puisse à nouveau faire ses courses de part et d'autre. On est au cœur ici d'un bassin de vie où cette frontière, cette ligne, elle a longtemps été certes existante, mais peu perçue dans la vie quotidienne. Et on voit bien que c'est ici aussi que se joue l'Europe. Et donc c'est aussi ici qu'on a besoin, par étapes, de faire comme on le fait en France, que ce déconfinement, il doit aussi inclure cette capacité à aller de l'autre côté, de part et d'autre. Je serai juste après en Allemagne. Je rencontrerai les autorités de la Saar, le ministre-président. C'est aussi important pour moi de les remercier de leur solidarité. Vous savez qu'ils ont accueilli beaucoup de patients français dans leurs hôpitaux. C'était nécessaire à un moment donné. C'était aussi cette solidarité franco-allemande qui a été à l'œuvre, qui a demandé beaucoup de travail, avec bien sûr les ministres de la Santé français et allemands, avec les autorités locales, avec les autorités de la région. On a tous beaucoup travaillé pour qu'à la fois on lutte contre le virus, mais qu'on n'oublie pas ce qui fait notre caractéristique dans ce territoire, c'est-à-dire nos relations franco-allemandes, faites d'amitié, de solidarité, faites aussi, on l'a vu, de nécessité de beaucoup coopérer, et je crois qu'on a pu bien avancer. Alors, ce qui est clé, effectivement, c'est qu'on puisse travailler à ce que ça ne se reproduise plus jamais. On doit dire qu'on a été dans une situation exceptionnelle, très surprenante. Humainement, on l'a vu sanitairement, on a vécu quelque chose de très dur et je crois qu'il faut qu'on le reconnaisse. Je crois qu'on a fait tous beaucoup d'efforts, on s'est tous beaucoup adaptés. Effectivement, je crois qu'on a aussi beaucoup travaillé pour que cette décision surprenante, immédiate qui s'est imposée à nous, on puisse graduellement la rendre, notamment pour les gens qui travaillaient, je vous l'ai dit, pour les familles, qu'on puisse aller rendre visite aussi aux personnes âgées, que les familles avec les gardes d'enfants. On a essayé de par étapes de rendre tout ça à nouveau possible. Maintenant, il est clair pour nous que nous devons, et c'était d'ailleurs au cœur de l'initiative franco-allemande entre le président de la République et la chancelière Merkel, que nous devons travailler à ce que dans le futur, si besoin, on fasse différemment, que ce ne soit pas aussi brutal, qu'on puisse s'organiser, qu'on puisse mettre des règles pour qu'on fasse les choses différemment. Je crois que c'est un objectif que tout le monde a bien compris, et du côté français évidemment, et du côté allemand. Et aujourd'hui, on a l'occasion, c'est aussi un message que je vais porter, vous voyez là, dans quelques minutes, aux autorités sarroises, que cette relation franco-allemande, elle s'est construite pendant des décennies à partir aussi d'événements très durs. On a fait beaucoup de progrès, on a effectivement aujourd'hui beaucoup de liens, et il faut qu'on puisse tirer les leçons avec beaucoup de lucidité de ce qu'on a bien réussi. Je crois que les transferts de patients, c'est une réussite, c'était utile. Et aussi de ce qu'on a moins bien réussi. Je crois que sur le sujet frontalier, on a à apprendre de ce qui s'est passé et qu'on ne reproduise plus ça dans le futur. Et à l'occasion de sa venue à Groß-Biederstroff, Amélie de Montchalin a aussi pu échanger avec un chef d'entreprise, en l'occurrence le PDG de la Fonderie Lorraine. On l'écoute. Oui, globalement, c'est-à-dire qu'on est complètement intégré, les échanges sont quotidiens. Il y a 5 camions par jour, semi-remorques par jour qui partent vers l'Allemagne. Il y a beaucoup d'échanges de techniciens. On a en permanence plusieurs techniciens machines allemands qui sont chez nous. C'est une imbrication totale, quoi, hein. Et c'est peut-être bien que les instances parisiennes se rendent un peu compte, je dirais, de l'imbrication qu'il y a des deux économies, des deux mondes ici dans des zones frontières, quoi. Pour nous, la frontière,
n'existe plus. On peut même prendre des cas, les gens sont malheureux quand ils ne peuvent pas aller faire leurs courses en Allemagne, quand ils ne peuvent pas aller à la piscine juste en face et tout ça. Donc oui, c'est pour nous, l'ouverture des frontières est très très importante. Et cet après-midi, Amélie de Montchalin est à Sarrebruck, à la Chancellerie, pour une rencontre avec le ministre-président de Sarre, Tobias Hans, en présence notamment du président de la région Grand Est, Jean Rotner, et du président du département de la Moselle, Patrick Weiten. C'est la grande rentrée cette semaine pour les lycéens. À Sarreguemines, au lycée Jean de Pange, 80 élèves de première ont repris les cours. Ils ont redécouvert leur établissement sous un nouveau jour. Nous sommes allés recueillir leurs réactions. C'est un reportage de Thibaut Desmerlet et Marie-Morgane Lorenz. Il faut désormais s'y faire, on rentre dans la cour obligatoirement avec les masques. Cette semaine, les élèves de première du lycée Jean de Pange ont commencé à s'habituer aux nouvelles règles imposées. Désinfection des mains obligatoire à l'entrée, distanciation dans les salles de classe. Une atmosphère particulière. Pour l'instant, tout se passe très bien, a priori. Beaucoup de règles, mais il faut se dire que c'est pour le bien de tout le monde. Donc tout va bien pour l'instant. C'est pas les mêmes conditions qu'avant. On a des sens de circulation, on doit porter des masques, on doit mettre en permanence du gel hydroalcoolique. Donc c'est vraiment une ambiance un peu glauque. Après c'est un peu difficile parce que 4 heures le masque, plus dans le bus, plus les sens de circulation, se désinfecter tout le temps les mains, ça devient un peu compliqué et un peu trop strict et c'est un peu embêtant, ça change nos habitudes quoi. Fini les cours à la maison, on retrouve en chair et en os ses amis et les professeurs. Mais si chez eux ils avaient la liberté de s'organiser comme ils le voulaient, certains sont contents de retrouver un enseignement cadré. C'est cool quand même de retrouver le lycée pour revoir nos professeurs. Mais après, le travail à distance était quand même mieux au niveau sécurité. J'étais contente de revoir certaines amies. Après, là, on va avoir aujourd'hui des profs qu'on ne connaît pas. Donc ça va être un peu bizarre, je trouve. Après, en soi, ça fait quand même du bien de revoir certains profs parce qu'il y a un peu des matières où on a un peu fait moins attention. Donc du coup, on reprend un peu le bain petit à petit. Oui, ça fait quand même plaisir parce qu'on a vu personne d'autre hormis les professeurs qui ont fait quelques visios. Mais oui, ça fait beaucoup de plaisir de voir ses amis, même s'il n'y en a que très peu qui sont revenus, ça fait quand même du bien. L'année est bientôt terminée et on est rassuré de ne plus avoir les épreuves du bac français, surtout avec cette crise. Et pour accueillir tous ces élèves en sécurité, une organisation de grande ampleur a été mise en place. Le proviseur du lycée Jean de Pange était ce matin au micro de Thibaut Desmerlet pour nous en parler. Pour l'instant, donc 80 élèves sont de retour au lycée. Est-ce que ce sont les seuls qui vont revenir ? Non, on a les terminales qui vont revenir sur le rattrapage, pour les matières de rattrapage. Donc on a fait le recensement. On a 9 matières de rattrapage. Donc ça nous occupera 9 salles dans l'établissement donc à partir de lundi. Comment le lycée s'est organisé pour accueillir au mieux tous ces élèves ? Donc le lycée s'est organisé pour l'instant sur les classes de première. Donc on a 80 élèves de première qui sont présents sur les troncs communs. Et donc on a mobilisé un seul bâtiment parce que pour l'instant c'est le seul qui présente les qualités requises pour le sens de circulation, pour le respect du protocole. Nous avons un deuxième grand bâtiment qui est en chantier, un chantier ascenseur, donc loi de 2005. Et l'autre côté, donc également toujours loi de 2005, dans l'internat, le bâtiment internat où on ne peut mettre personne. Et Berthelot ne s'y prête pas, c'est un bâtiment donc qui comprend énormément de salles d'enseignement technologique et généraux, mais en TP, donc celui-là ne s'y prête pas. Et qu'est-ce qui a été mis en place, notamment du point de vue sanitaire ? Quelles sont les méthodes qui ont été mises en place ? Alors au niveau sanitaire, nous avons respecté le protocole que nous avons reçu le 5 mai, donc la distanciation, l'utilisation des masques, le gel hydroalcoolique. Dans les salles, nous avons à côté de chaque ordinateur du gel hydroalcoolique, des lingettes pour les claviers pour que les règles d'hygiène soient respectées. Nous avons ouvert le self également, le restaurant scolaire, donc là aussi les règles d'hygiène sont drastiques, il n'y a plus de salade bar. Les assiettes froides sont filmées, l'élève reçoit son assiette chaude sur le plateau, il ne touche à rien, donc ils sont à 2 par table, donc c'est drastique mais ça fonctionne bien. Du point de vue des enseignants, comment la reprise s'est passée ?
Au niveau des enseignants, donc nous avons démarré avec 35 enseignants présents, donc ils viennent, il n'y a pas de souci particulier pour venir. Donc ils ont questionné, est-ce qu'on est obligé de faire du télétravail en même temps que nous faisons cours en présentiel, etc. Donc pour l'instant, on n'est pas trop regardant, je veux dire, ils essayent de faire au mieux. D'ailleurs, ils ont bien travaillé durant le télétravail parce qu'on accueille quand même peu d'élèves en première par rapport à l'effectif que nous avons. Et souvent, les familles nous ont indiqué, mais pourquoi vous faites revenir les jeunes? Le télétravail fonctionne bien. Bon, voilà. Donc le gouvernement nous demande de rouvrir, donc on rouvre. Toute la société est en train de se libérer. On voit dans les cafés les gens qui ressortent, etc. On ne peut pas ouvrir une société, ouvrir des restaurants, ouvrir des cafés et laisser les écoles fermées. Ça serait paradoxal, ça ne serait pas possible. Dans les hôpitaux, le retour à la normale est lent. Le sentiment qui continue de régner, c'est la peur. À cause du Covid-19, les patients désertent les hôpitaux pour leur traitement. C'est par exemple le cas dans les services d'oncologie et de chirurgie digestive du CHR Metz-Thionville. Reportage de nos confrères de Via Mirabel. Dans le service du docteur Serradori, l'activité ne s'est jamais vraiment interrompue. Car une majorité des activités de chirurgie digestive relèvent de l'urgence vitale. C'est le cas des pathologies cancéreuses. Mais avec la crise, une partie du service a dû accueillir des cas de Covid, obligeant l'annulation de certaines interventions. La chirurgie de l'obésité, par exemple, n'a pas encore repris sur le site de Mercy. Si le service n'est plus secteur Covid, le retour à la normale n'est pas prévu avant le dernier trimestre 2020. On a annulé en début de période de crise 150 patients qui avaient une date opératoire. Actuellement, il nous reste à peu près 130 malades à reprogrammer sur leur chirurgie réglée. Gros travail à venir ? Oui, gros travail à venir avec des équipes qui sont quand même en post-Covid, c'est-à-dire fatiguées. Des patients qui pour certains hésitent encore à se faire hospitaliser par crainte de la contamination. Car pendant plusieurs mois, le CHR Metz-Thionville a été l'un des épicentres des cas de Covid en France. Dans l'unité de médecine ambulatoire de chimiothérapie, la période de pic a été très compliquée à gérer. Certains Mosellans atteints de pathologies cancéreuses ont fui le CHR. Des situations critiques pour ces patients qui ont besoin de soins quotidiens. On a mis en place une hotline téléphonique à laquelle répondait le chef de pôle pour aussi inciter les patients et leur redire à quel point c'était important. Les rassurer aussi en leur disant que nous-mêmes on mettait en place des éléments de protection pour les protéger eux, pour nous protéger nous. Aujourd'hui, les annulations ou reports sont moins nombreux. Le service a dû optimiser certaines prises en charge. Des patients sont traités à domicile pour éviter les déplacements. Le docteur Quétin est le chef du pôle cancérologie. Il est particulièrement inquiet quant à l'après-Covid et appelle les patients à venir se faire dépister. Ceux qui étaient dans le parcours de soins, on a réussi à les convaincre. Les patients qui auraient eu besoin de consulter, on se rend compte qu'ils ont hésité, et parfois avec des situations qui arrivent un peu tardives. Je pensais à certains types de tumeurs digestives où les patients arrivent en occlusion. Selon une étude, il y aurait 25% de dossiers en moins présentés dans les réunions de concertation qu'à l'ordinaire. Et pourtant, il n'y a pas moins de cancers. Alors que dans ce pôle, tous les patients ont été sanctuarisés pendant la crise. Ici, aucun Covid n'a été traité. Mais l'épidémie reste dans toutes les têtes. Je viens depuis 3 semaines et oui, une grosse crainte de venir à l'hôpital, oui, effectivement. Plus à cause du Covid-19 que de tout le reste. Et nous voici dans l'unité de l'hôpital qui a été le théâtre des opérations pendant les pics de l'épidémie dans le Grand Est. Dans ce secteur de réanimation polyvalente, il y a 15 jours, ces salles accueillaient des patients Covid. Il a fallu 1 semaine pour le reconditionner. Un autre secteur est en cours de bio-nettoyage. Derrière ces portes closes résident les derniers patients Covid. 6 sont en réanimation. On est dans une phase de transition où l'activité de prise en charge de patients Covid plus diminue. Il y a très peu d'entrées de réanimation Covid plus à l'heure actuelle. Et l'activité de réanimation standard a largement repris déjà depuis plusieurs semaines. Et donc cette transition fait que les lits dédiés aux patients Covid sont transformés à des lits de réanimation standard polyvalents. Mais les médecins de Mercy restent vigilants quant à la possible nouvelle vague qu'ils redoutent. Tout comme le contre-coup psychologique pour les équipes de soignants qui promet d'être dévastateur. 1,5 million
c'est depuis le confinement le nombre de téléchargements du modèle de masque proposé par l'AFNOR. Mais comment choisir son masque? Homologation par la Direction Générale de l'Armement, normes AFNOR, filtration, tissu. Il est difficile de trouver chaussures à son pied, ou plutôt masque à son visage, au milieu de tous les modèles proposés. Alors Uranie Tozic va vous aider en vous apportant quelques précisions. Regardez. Les masques en tissu réutilisables grand public devront faire l'objet de tests avant commercialisation. Une directive du gouvernement qui a fait peur à plus d'un artisan et particulier. Pourtant, ce protocole de test en laboratoire ne concerne que les industriels et entreprises qui confectionnent à grande échelle. Un logo est d'ailleurs apposé sur les produits testés positivement. Une première marque de confiance pour la population qui peine parfois à trouver un masque de qualité. Peut-on avoir confiance dans les masques fabriqués par les particuliers? Oui, s'ils respectent le cahier des charges proposé par la norme AFNOR. Dans le cas contraire, c'est un peu plus aléatoire. Moi, j'ai vu effectivement des masques fabriqués par des particuliers qui étaient quand même relativement peu étanches. Les couturiers professionnels et particuliers, eux, n'ont pas cette obligation. Dans ce cas, ils ne doivent pas s'engager sur le taux de filtration et le nombre de lavages pour ne pas tromper le client. Les masques ne sont pas homologués, certes, mais peuvent tout à fait convenir. Comme dans l'atelier de ce brodeur sarguminois. J'ai des gens qui me font pleinement confiance, ils savent que les produits de chez moi, ils seront bien regardés d'en haut jusqu'en bas et que je ne sortirai pas n'importe quoi juste pour faire de l'argent et puis pour dire on a fait quelque chose. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un produit efficace, de protéger une population. Côté tissu, il a privilégié un assemblage de matières avec par exemple du polycoton sur le devant. Le revers de mes matières où il y a encore une microfibre et derrière en fait tout cet ensemble-là, j'ai encore 1 mm d'épaisseur de matière synthétique. L'AFNOR a d'ailleurs fait une liste de matières utilisables comme à éviter. Parmi ces dernières, la polaire, le jean ou encore le jersey. Le coton peut être utilisé, mais s'il ne l'est pas correctement, peut rendre le masque moins efficace. Un masque, c'est quoi? C'est un filtre. Donc il faut que ce filtre il ait une efficacité et aussi qu'il soit facile à porter, agréable à porter. Donc il faut conjuguer un certain nombre de paramètres. Certains sont plus faciles à mettre en œuvre que d'autres. Le coton est agréable. Par contre, c'est pas toujours un bon filtre. Ce qui est pris en compte, c'est qu'un masque, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit, on va dire, relativement bien plaqué sur le visage. Si vous avez des bâillements sur le côté, des grandes ouvertures, votre masque est inefficace. Et c'est des fois un peu la difficulté qu'on pourrait avoir avec du coton ou certains types de masques, c'est qu'ils ne sont pas bien plaqués sur le visage, donc une efficacité relativement modérée. Chez cet artisan, les masques brodés ont quelques atouts. Pas d'effet ventouse et une ergonomie couvrant une grande partie du visage. Le fabricant a amélioré son modèle au fur et à mesure des retours des clients. Une gamme pour enfants et ados est également proposée. Mais une surveillance des parents est nécessaire pour les 2 à 7 ans. Autre mode de fabrication de masques, on va maintenant dans les Vosges. L'entreprise textile Atelier TB à Épinal s'est mobilisée durant l'épidémie de Covid-19 en confectionnant des masques en tissu et homologués. L'entreprise a aussi réalisé des tabliers siglés pour le club des chefs, l'association gastronomique réunissant les chefs de cuisine des chefs d'État. Ces tabliers ont été mis en vente pour financer l'achat de repas pour les personnels soignants. Reportage de nos confrères de Via Vosges. Donc là, c'est notre atelier de la société Atelier du Textile Français où habituellement on fabrique des t-shirts et des sweatshirts. Comme de très nombreuses entreprises du département, Atelier TB à Épinal s'est mobilisé durant l'épidémie de Covid-19. Née de la volonté de relancer l'industrie textile dans les Vosges, la jeune société dirigée par Thomas Bragard, qui a pour principaux clients l'hôtellerie-restauration, venait tout juste avant le confinement de réaliser ses tabliers siglés pour le club des chefs, association gastronomique présidée par son père, le Vosgien Gilles Bragard, et réunissant les chefs de cuisine des chefs d'État. C'est un vrai tablier de chef de cuisine dans un tissu professionnel avec une petite poche pour mettre des ustensiles, un porte-torchon. On s'est retrouvé avec ces tabliers qu'on a fabriqués ici dans nos ateliers. Et du coup, on cherchait un moyen de les mettre à profit. Et la façon de le faire, c'était de commercialiser ces tabliers et avec tous les bénéfices des tabliers, le reverser à une association qui s'appelle les Chefs avec les soignants, de manière à préparer des repas
pour le personnel médical. Thème tout trouvé donc pour le club des chefs qui organise chaque année des événements caritatifs. Plus de 500 tabliers ont ainsi été confectionnés au prix unitaire de 50 € et tout n'est pas parti. On continue de commercialiser les tabliers parce qu'en fait maintenant tous les bénéfices sont reversés à l'association de la PHP qui est l'association des hôpitaux de Paris et sera utilisé pour d'autres causes en rapport avec les hôpitaux de France. Voilà pour les tabliers, mais dans la petite entreprise spinalienne, on s'est aussi spécialisé, jusqu'à il y a peu, dans la fabrication de masques en tissu et homologués. Après avoir fermé durant la première semaine de confinement, Thomas Bragard a rappelé ses troupes. J'ai 20 couturiers en temps normal, on en a recruté 15 en plus, on a 35 personnes. Aujourd'hui, on fabrique encore des masques et on en fabrique à peu près 30 000 par semaine. La première semaine, toute notre fabrication, on les a donnés, beaucoup à des associations, notamment à Emmaüs. Et ensuite, pour continuer, on a dû se mettre à les vendre. Il y a ce côté de solidarité déjà et puis de participer face à la crise. On était déjà très enthousiaste de le faire quand tu nous as rappelé pour venir travailler. On était prête à le faire et puis on s'est beaucoup investi jusque-là. La fatigue se ressent. La production de masques a été stoppée le 31 mai dernier. Quant au prochain mois, il risque fort d'être tendu pour l'entreprise spinalienne. On travaille pour l'hôtellerie et la restauration. C'est un secteur qui va souffrir pendant un petit moment. Quand c'est un secteur qui va mal, ils ne vont pas renouveler leur tenue, ils vont pas. C'est des dépenses annexes. On risque d'avoir quelques mois difficiles. On va s'y préparer, on va essayer de survivre dans un premier temps. Il y a une incertitude globale pour tout le monde. C'est dur en ce moment de se projeter sur l'avenir. C'est certain, le Covid laissera longtemps des traces dans les mémoires et sur les murs de l'entreprise également, avec ce petit tableau réalisé par les couturières, histoire de ne jamais oublier cette période très spéciale. Le moulin d'Eschwiller ne tourne pas encore et Sarrois-Aube non plus. Tous les ans, avant l'ouverture de la saison touristique, les services techniques de la communauté de communes du Pays de Bitche procèdent à des travaux de réparation de cette roue. Des travaux qui interviennent cette année avec 2 mois de décalage. Comme la roue n'est jamais complètement immergée dans l'eau, certaines lames de bois doivent être remplacées. Mais pour pouvoir intervenir sur la roue, il faut ouvrir la vanne en amont du moulin afin de vider le canal qui l'alimente. Aucune date n'est encore fixée pour la réouverture du musée, mais la boutique du moulin, le sentier nature et les ruches d'observation sont déjà accessibles. Autre idée de sortie, cette fois du côté de Metz. Cela fait tout juste une semaine que les parcs et jardins ont ouvert. Un soulagement et un bonheur, en particulier pour les citadins assoiffés d'espaces verts. Ils étaient très nombreux à en profiter dès le week-end dernier. Reportage de nos confrères de Via Mirabel. Pour beaucoup, ce week-end, c'était presque le Saint Graal. Profiter des rayons du soleil autour d'un pique-nique à l'air libre ou encore de se divertir avec un jeu de raquettes. Des plaisirs simples que l'épidémie du coronavirus avait tout simplement rendu impossible. Après avoir été plus de 2 mois déserté par les Messins, dimanche midi, le plan d'eau retrouvait son visage habituel, ses promeneurs, ses joggers et cyclistes. Ça fait le plus grand bien. Et puis les gens se sourient et se parlent un petit peu. C'est ça qui est agréable. Nous, on habite en ville et donc on était confinés 1 kilomètre autour de chez nous. Et là, on respire quand même, on peut aller beaucoup plus loin. Ça fait plaisir de pouvoir aller là où on veut. Voilà. C'est un plaisir de revoir aussi que la vie, elle reprend son cours. Interdit aux promeneurs pendant tout le mois d'avril et de mai, la ville de Metz a rouvert ses parcs et jardins dès le passage en zone verte de la Moselle. Ce groupe d'amis se revoit au plan d'eau après plusieurs mois de séparation et de confinement. Là aujourd'hui on retrouve un peu de liberté, même s'il y a encore quelques restrictions. Mais le fait de pouvoir pique-niquer avec les amis, déjà c'est super. Oui, ça fait du bien d'être au soleil, de revoir les amis, de profiter du plein air. Ça faisait 2 mois, plus de 2 mois qu'on n'avait pas été, donc oui, c'est un plaisir pour tout le monde. Le quai des Régates, fermé également pendant 2 mois, a été rouvert aux promeneurs et aux professionnels des loisirs nautiques en milieu de semaine dernière. Depuis ce matin, Denis Fous remet à l'eau une partie de ses pédalos. Première journée de travail pour lui, samedi, mais l'affluence était très timide. Les Luxembourgeois, les Belges et les Allemands ne peuvent pas venir. Le week-end, ça fait du monde en moins, quoi. Le gérant de la flottille regrette que la ville de Metz n'ait pas rouvert le quai des Régates plus tôt, alors que les Messins pouvaient à nouveau circuler sur l'île du Saulcy, par exemple, dès la fin du confinement.
Mais attention à ne pas laisser traîner vos déchets après vos pique-niques. D'ailleurs, dans un instant, on va s'intéresser au plastique. C'est le thème de la discussion entre Martine, Suzanne, Bertrand et Sébastien. Ce sera en plate, mais sous-titré, et c'est dans un instant. À tout de suite. L'assainissement avec le SDEA, des professionnels au service de tous au pays de Beach. Niché dans un écrin de verdure au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Envie d'une nouvelle voiture ? Go-Car Bike, c'est plus de 25 ans d'expérience et une équipe de passionnés qui est là pour vous guider dans votre projet. Confiez-nous votre recherche personnalisée et qui sait, peut-être que votre bonheur se trouve déjà sur notre parc. Pour rouler l'esprit tranquille, optez pour nos solutions de financement avec extension de garantie jusqu'à 6 ans. N'attendez plus, venez nous rencontrer au 18 rue des Bouvreuils à Sarreguemines. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Vous êtes salarié ? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines, c'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Toute l'équipe de la Maison Berre est heureuse de vous revoir en ville. Nous continuons à appliquer scrupuleusement les gestes barrières et avons maintenu notre service de livraison à domicile sur Sarreguemines. Soucieux de vous faire partager notre savoir-faire artisanal, tous nos produits sont faits maison. On va faire un réglage. Et là, vous m'entendez ? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. On termine cette émission avec notre joyeuse plate-bande. Aujourd'hui, nos 4 compères s'intéressent au plastique qui envahit notre quotidien. Le plastique, c'est pas chic. Et je vous rappelle que cette émission a été enregistrée avant le confinement. Je vous laisse en compagnie de nos 4 joyeux lurons et je vous souhaite un très bon week-end. À lundi dès midi sur Mosaïque Cristal. Retrouvez Plate-Bande avec le restaurant Au Rendez-vous, cuisine traditionnelle et conviviale. So, Plastik, Sebastian und Bertrand, gell? Also man darf ja kein Plastik mehr benutzen. Sogar weil also das Lied Le Plastik, c'est fantastique. Ja, aber das ist jetzt in anderer Sinn, gell? Das ist das haben wir jetzt herumgeschrieben. Le Plastik, c'est pas chic. Non, c'est pas chic. C'est pas chic. Ja, es ist jetzt ein Gesetz rausgekommen, seit dem 1. Januar 2020. Dürfte man nicht mehr so den Einwegplastik benutzen. Das heißt, die Teller, weißt du, wenn man da im Sommer jetzt in die nächsten Tage Fisch machen und Rostwurst machen und Salat, das machen wir immer in den Plastikteller. Und das ist jetzt Verbot. Der Gobelet, wo du gutes Wasser, gutes Wasser rein trinkst, darfst du nicht mehr. Der Pai, wo du rein, der Helmer, voilà. Oder der Coton-Tige für die Ohren putzt aus Plastik, das kannst du nicht mehr benutzen. Ja, alles, was man einmal benutzt, darf man nicht mehr. Also das wir jetzt nicht mehr einmal benutzen, habe ich euch da eine Tasche mitgebracht von der Mediathek. Das, Sebastian, das ist jetzt für dich. Ein Cadeau. Ein Cadeau, aus Stoff, weißt du? So, was macht ihn auch natürlich, gell? Voilà, da kannst du Inka geben, kannst du eine Bechanin machen. Du denkst schon alles. Voilà. Ist stabil. Bertrand, du gehst ja jetzt in den Kebab nicht mehr holen, da in den Polystyren. Nein, das ist nicht. Stimmt ja. Das ist alles aus Polystyren, das fließt man neu weg. Du gehst so. Ja, nimmt sie die Typen mit. So, machen wir eine voll. Wenn er voll ist, machst du wieder zu. Also wenn ich das gesehen, weiß ich, weil ich denke, als ich klein war, wir haben daheim immer gerne Currywurst gegessen. Und wir haben die Currywurst auch da drin immer gekriegt. Genau, also schon vor ein paar Jahren. Ja. Wie du gesagt hast, komm, mach das Ding voll mit Currywurst. Sind wieder viele Mädchen, die nähen wieder. Wisst ihr, was da drin ist? Etwas ganz Modernes. In der Mediathek können ein Livre numérique, also ein numerisches Buch
auslehnen. Und das hat unsere Frau gemacht, wo nicht. Und da können wir schön unsere Bücher dann immer Plastikhülle kaufen, gell? Ja. Aber ich finde, das ist gut für den Planeten natürlich, gell? Wenn man manche Bilder gesehen, wo man sind, so Tiere, wo die Paille in Nose haben, wo sie da rausholen. Ich finde das schrecklich. Oder die Fische, wo verstecken, weil sie da in eine Plastiktüte wurmeln. Das macht man richtig schlecht. Das Holz und so, das verschmuddert ja. Und Plastik, das muss jahrelang haben, bis das in ganz kleine Stückchen, Und das ist gerade ein Problem, weil es wird so klein, als wir und das ganze Vieh und alles, wir haben alle gerne Plastik in uns. Wir haben Plastik in uns. 450 Jahre. Überall schon. Und es ist so klein. Sogar wenn man die Waschmaschine laufen lässt, es ist Mikroplastik, wo überall ankommt. Und das ist der Hodel alle will. Jetzt Martin, sag mir nicht, dass du einen Witz mit Plastik hast. Ich habe also ein Plastikwitz. Ja, Plastikwitz. Es hat ein bisschen mit Plastik zu tun. Das mal. Das war so Soiree dansant, gell? Da haben sie da Plastikbecher gehabt, natürlich, gell? War da ein Mann hat sie einen Plastikbecher gehabt voll Bier. Und da war da so ein junges Mädchen, das hat da gestanden und der Mauer auch mit seinem Plastikbecher und hat alles gelut. Nee, nicht eingeladen, war von Donse, hat da gestanden und der Mauer. Und dann einmal geht er jetzt um und dann sagt er, sind ihr frei für den nächsten? Es war schon ganz froh und hat gestrahlt, ja, ich bin frei. Wissen Sie was, der Kinder gerade mit dem Bierbecher heben. Ich das Also, das Problem, wir haben ja gesagt, man kann da zum Beispiel Stofftute machen, wie die Japaner. Das ist der Bindel, das haben sie früher schon gemacht, eben ein Viereck nehmen und so binden, dann kannst du in den Bindel alles einkaufen. Brauche ja gar nicht eine Plastiktute haben, aber was auch wichtig ist, man kann recyceln. 3-mal echt geiles Plastik. Reduzieren, wiederverwenden, reutiliser und recyceln. 3-mal echt, gell? Aber man macht ja schon den Trieb mit dem Recyclage. Weißt du, was die machen mit? Ja. Nee, aber man muss dort den Trieb machen. Ja, da waren auch zwei Frauen. Und mir hat mich wieder aufgeregt. Wir haben den Trieb gemacht und jedes Mal haben wir da, keiner weiß, was in Blau tut, Orange tut, Grün tut. Da hat mich wieder aufgeregt. Dann habe ich so gesagt, wenn das so weitergeht mit dir, und dann gehe ich retour zu der Mama. Und weißt du was, da ist so mal wie ein Lämmel. Das hat die Freundin so, die Methode hat bei mir nicht funktioniert. Wenn ich ich gehe retour zu der Mama, da bestellt man sofort ein Taxi. Ja, okay. Also auf jeden Fall die Plastik wiederverwerten. Da kann man alles mitmachen. Lego, Kabinetdeckel, gerade alles. Gibt es da Bank, Tippere und Ämere. Noch besser, man geht gar nicht, wenn ich auch mache. Gar keiner mehr benutzen. Auf jeden Fall unser nächstes Thema ist großes Leben im Schluss. Das hat gerettet. Bis die nächste Woche. Bis die nächste Woche.